tryna make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LPC pour ce deuxième épisode, toujours en compagnie de Mallory Ducrot. Donc aujourd'hui, on va évoquer un petit peu l'actualité, et notamment du coup les championnats du monde jeunes qui se sont déroulés la semaine dernière au Costa Rica. Donc on a pu relever pas mal de performances notables, notamment chez les sub-juniors. On va surtout évoquer un petit peu les sub-juniors parce que c'est, je pense, tout simplement l'avenir du powerlifting, et que on voit clairement une grosse progression d'année en année. Et cette édition là 2025, je trouve, a été assez marquante. Donc je vais revenir sur certaines perfs. Enfin, Mallory va commencer, du coup, avec les sub-juniors féminines. Je te laisse. Oui, alors on avait dit qu'on relevait trois perfs qui nous C'est ça. surprenaient, on va dire. Moi, je voulais parler d'abord Cassandre, en vrai, en sub-junior. Je trouve qu'elle a fait une perf encore incroyable. Enfin, elle est juste trop forte. Au niveau du squat surtout, moi c'était surtout son squat. Parce que du coup, à ce que j'ai compris avec la vidéo d'Alexis, en fait elle demande un world record. C'était elle déjà qui avait le world record en sub-junior. Donc 139,5. Il y a une erreur de chargement, il lui charge 139. Elle fait 139. Et au final, on lui compte que 137,5 parce qu'il y a erreur. Du coup, c'est un peu... c'est dommage quoi. Ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux. En fait, c'est un cas de figure qui est assez rare. Ça peut arriver que des spotters chargeurs se trompent au niveau du chargement de barre. Et c'est vrai que dans le cas d'un record, ça complexifie un petit peu la situation. Mais c'est vrai que la logique de redescendre la charge à 137,5 du coup, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Et à mon sens, ça n'aurait pas dû être fait. Pour coup, soit il lui accordait un quatrième essai et il validait pas son essai, soit il lui a accordé la barre à 139, c'est ça 139, donc, oui, parce que... Bon, elle l'a quand même fait, donc oui, je c'est trouve ça. ça un peu injuste. C'est ça. Mais bon, 139 en moins de 52 sub-juniors, c'est quand même Oui. une belle perf. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Cassandre Olivier, donc moins 52 sub-juniors, donc la championne de France sub-junior actuelle. Ouais, c'est ça. Qui a un beau potentiel et un bel avenir. Après, au niveau du bench, celle que j'ai remarquée, c'est l'Espagnole Alexandra. En moins de 63, elle sort 113 au bench. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est ouf. Je me suis intéressé un petit peu à la catégorie des moins de 63 sub-jus parce qu'on a marivoté chez nous. Et c'est vrai que par rapport aux nominations et même par rapport aux résultats de l'année dernière, il y a une très grosse hausse de niveau sur cette catégorie. Oui. Et c'est vrai que notamment ce fameux bench à 113 kg, pour une 63 en sub-junior, c'est... Oui, et puis même son total, je crois, elle est à 458. Oui, je crois que c'est ça. En sub-junior, c'est énorme. C'est indécent. Ça promet. Après, au niveau du terre, c'était une Anglaise en moins de 76. C'est un world record aussi. Elle fait 209,5, il me semble. Pareil, en sub-junior, sortir une barre à 200 plus, c'est assez impressionnant, je trouve. Ouais, totalement. Surtout qu'elle a aussi un gros bench, il me semble, plus de 100. Et pareil, au squat, un bon squat aussi. Donc, ça promet. Et après aussi, ce qui m'a surpris, c'est plus chez les juniors, la polonaise. Oui. Susanna. Et là, je me suis dit, il faut aller en Pologne pour... Visiblement, les Polonaises ont quelque chose en plus. Je ne saurais pas quoi. Mais en tout cas, une progression très impressionnante. Surtout qu'on sait qu'elle a participé au Monde Open au mois de juin. Et je crois que là, elle a marqué une progression de pas loin de 50 kilos. Mais c'est ouf. C'est assez impressionnant. En plus, comment elle se jette au squat et elle remonte. Oui, ça m'a impressionné. Mais techniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Surtout chez des juniors. Ouais. Mais visiblement, la force est là. Là, tu te dis, dans quelques années, c'est peut-être elle qui va pouvoir rivaliser avec Agatha, quoi. C'est ça. Déjà qu'à son jeune âge, elle participe déjà à des championnats du monde open. Oui. Pratiquement 600, 587, il me semble, quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien elle a totalisé, mais oui, c'est impressionnant. À l'heure actuelle, je crois que quand j'ai regardé, elle se classait dans les 6 meilleures 76 mondiales, toutes années confondues. Oui, j'avais vu le post aussi qui disait ça, c'est ouf. Donc très impressionnant. Voilà. Et toi, du coup, chez les moi, hommes du coup, chez les sub-juniors hommes, donc déjà, il y a l'américain Dylan Johnson, donc moins de 83 sub-juniors, qui a squat 308 kg. Donc, à savoir que 308 kg, chez les 83 open, c'est l'élite. C'est-à-dire que c'est vraiment parmi les meilleurs 83 qui sont amenés à faire ce genre de performance. Donc, c'est colossal de sortir ça en sub-junior. Donc, les Américains, de toute façon, ont encore sorti une performance de manière générale assez incroyable.
Pratiquement toutes les catégories Ouais, c'est ouf, hein. étaient un petit peu survolées par les Américains. Donc c'est franchement très impressionnant. Ensuite, on a un Anglais, Henry Goddard, sub-junior moins de 83 également, qui a bench 196 kg. Il faut se rendre compte que, pour vous donner une petite idée, actuellement en France, je crois qu'il n'y a aucun 83. Ouais, c'était un moins de 83. Il n'y a aucun moins de 83 qui bench 196 kg, que ce soit en bench only ou que ce soit en 3 mouvements. Donc voilà, pour vous rendre un petit peu compte de ce Oui, c'est niveau vraiment l'élite. de performance, ouais, c'est un truc de fou. Donc moi quand j'ai vu ça, c'est ce qui m'a le plus interpellé, c'est voir un sub-junior de 83 kg qui en plus je crois pesait 81 kg, qui a bench 196 kg, et surtout avec une technique extrêmement propre. Enfin voilà, franchement bien. Bah, du coup, Franchement, ouais, c'est- ça rejoint un peu du coup l'Espagnol qui fait en moins de 63, 113 kg. C'est un peu l'élite aussi en open. Ouais, totalement. Puis En c'est- 63. je me suis interrogé, j'ai été voir du Euh. coup la rediffusion du live pour cette catégorie des 63, et bah techniquement c'est propre. Oh, Genre, oui, y a pas, c'est pas litigieux au niveau c'est des pas standards. discutable, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et ensuite, pour finir, du coup, bah, tout simplement notre Français, Alan Diong, qui a tout simplement eu le record du monde open pendant quelques temps, avant qu'il soit repris par un autre 59 du coup junior cette fois. Donc 286 kilos. Pour vous rendre un petit peu compte, on en reparlera juste après, mais c'est une performance qui est juste incroyable pour un sub-junior. Aller déloger un record du monde open à son âge, c'est juste affolant. C'est ouf. C'est pratiquement 5 fois son PDC. Ouais, C'est dingue. Donc non, franchement, très impressionné de cette perf-là. Et donc du coup, on va revenir un petit peu sur justement les perfs de nos Français. J'ai demandé du coup à Mallory de retenir une perf en particulier qu'elle avait relevée. Et justement, bah, Bah ouais, moi c'était directement le dernier terre d'Alan. En plus, c'était pour la victoire. Mhm. Et il sort 286 kg, 4,8 fois son PDC, je crois exactement. Un world record open. Alors que déjà, l'année dernière, ils avaient eu du mal à le battre. c'est ça, déjà. Wesker avait eu oui, beaucoup voilà, de balles à c'est aller ça. chercher ce record-là. Et là, un jeune comme ça, C'est français, ça, je crois qui... qu'il a explosé de pas loin de 10 kilos, Ouais. le record, donc c'est juste incroyable. Et pour ma part, je trouve que du coup cette performance-là d'Alan a un petit peu effacé la performance de Valentin Oui, Duquesnoel, c'est vrai. qui selon moi a fait un truc de malade, parce qu'en fait, pour remettre un peu de contexte, il a totalisé 622 kilos de total en moins de 59 juniors. Pour vous donner une petite idée, cette année, lors des World Open, Antoine Garcia, notre Français, qui a fait vice-champion du monde, a fait vice-champion du monde avec 610 kilos. Valentin, lui reste encore 3 ans de junior. C'est démentiel le niveau qu'il a, et surtout, il n'a pas de point faible. Genre, il a un complet. potentiel, voilà, c'est ça, il est vraiment total spé, avec un très bon deadlift et un très bon bench aussi. Enfin, juste, il est bon partout en fait. Ouais, c'est Donc, ça. non, franchement, ça fait plaisir de voir des Français comme ça là, qui annoncent de belles années. Ouais, c'est une belle caté en vrai. Souvent 59, ça... J'avais été impressionnée aussi des terres, c'était au championnat de France Open l'année dernière. Quand il y a eu la catégorie 59, j'étais hype de fou. Ça s'est vraiment bien bagarré pour le record de France. C'était beau à voir quoi. Ouais. Non, franchement. J'ai hâte de voir cette année s'il participe. En tout cas, ça annonce du je sais pas du tout pour l'instant quelles seront les nominations, mais ouais, ça promet d'être intéressant. De toute façon, comme on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps, c'était avec Antoine, on disait que justement cette catégorie des 59 était beaucoup plus intéressante qu'elle l'a été par le passé. Parce qu'avant, il y avait très peu de participants et le niveau n'était pas si homogène que ça. Alors que là, maintenant, il y a vraiment des grosses bagarres à peu près à tous les niveaux du classement et c'est super plaisant à regarder. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour ces mondes jeunes. Donc vraiment une très très grosse évolution du niveau chez les sub-juniors. Et pour vous donner un petit peu plus de données, de data, je me suis un petit peu amusé à faire quelques stats pour les plus férus justement de statistiques. Et du coup, je me suis basé un petit peu sur un écart de 3 ans, donc entre 2022 et 2025. Et pour vous donner les chiffres, je vais surtout vous donner la médiane et pas la moyenne pour que ce soit encore plus parlant. Chez les sub-juniors, on note une augmentation. J'ai pris uniquement les premiers du coup de chaque catégorie. Chez les hommes, pour pas non plus trop m'éparpiller. Et pour vous donner une petite idée, du coup, on est sur 60 kg, une évolution de 60 kg de plus chez les sub-juniors, chez les hommes. Et chez les juniors, on est sur une augmentation de 55 kg. Donc en l'espace de 3 ans, les champions du monde, enfin le top du top, on voit une évolution d'une cinquantaine de kilos. Donc c'est juste quoi ça. Déjà qu'en 2022, le niveau était en hausse. Et en fait, ça fait qu'augmenter après chaque année. Ça. Parce que même, ce que j'ai relevé aussi, c'est que même à partir des nominations, ça veut rien dire en fait, ça veut plus rien dire. C'est ça. Parce qu'un sub-junior va tellement évoluer rapidement que... Ouais, il y a les nominations qui disent quelque chose et finalement le jour J, c'est totalement différent et tu te retrouves à faire des matchs qui n'étaient pas prévus. Ou à l'inverse aux Open, où
très souvent, justement, chez les Open, on va plutôt avoir un peu l'inverse. Le niveau va être peut-être surreprésenté lors des nominations par Oui, rapport à parce ce que qui va les être fait. standards, tout ça, des fois Les dans d'autres standards, pays, sont voilà un peu exactement. litigieux. Et puis des fois l'enchaînement le fait de sortir des gros résultats, et puis surtout au niveau auquel ils sont, ils peuvent pas s'attendre à des grosses évolutions d'une compétition à l'autre. Ce qui Alors n'est que pas chez le cas les des jeunes, sub-juniors. ça augmente très vite. C'est ça. Donc non, franchement, très impressionné par cette édition du Costa Rica. Hâte de voir l'année prochaine, et surtout j'espère vraiment que l'année prochaine, on pourra envoyer bien plus de Français, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, l'effectif français a été pas mal réduit par des soucis de budget à cause de cette année de World Game, où du coup ça a forcé un petit peu la fédération à resserrer le budget. Ce qui est dommage, parce qu'il y a certains Français qui auraient clairement mérité de partir. Je pense notamment à Malik. Ouais, et puis Triolet. la petite moins de 50, enfin je dis la petite, elle est en junior, moins de 57, Oui, j'ai plus son nom. qui avec son total qu'elle a fait, bon c'est à l'entraînement, mais j'avais vu un réel passé, elle aurait été championne du monde en fait. Genre, Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, du coup, ça soit différent. Donc, voilà, hâte de voir ça. Donc, on va clore un petit peu cette partie actualité. On va évoquer, du coup, un autre sujet totalement différent. On va parler, selon nous, du coup, des problèmes les plus récurrents, les problèmes techniques les plus récurrents qu'on va pouvoir rencontrer sur différents mouvements. Donc là, on s'est donné chacun un mouvement. Mallory va aborder le squat, moi je vais aborder le deadlift. Et on va évoquer chacun un problème technique qu'on a souvent l'occasion de remarquer et qui peut amener à la fois des problèmes vis-à-vis de la performance, mais même au niveau de l'intégrité physique. Et donc du coup, je vais te laisser prendre la parole sur ce sujet concernant le squat. Ouais. Moi au squat, ce que j'ai le plus remarqué, ce qui m'a même porté défaut à un certain moment, c'est vraiment le fait d'avoir cette antéversion au niveau du bassin super marquée. En fait, la cambrure au niveau du bassin trop marquée, que ça soit sur la descente comme sur la remontée. Et en fait, ça peut poser des problèmes. Déjà, il va y avoir souvent un manque de def qui va être associé à ça. Parce que forcément, pour aller chercher la def quand tu es en cambrure, il va falloir faire ce petit butt wings. C'est ça, pour, parce qu'en aller la réalité, ce qui chercher. se passe en ayant cette du coup, antéversion du bassin, l'ischio les ischios du coup, et les fessiers sont surétirés C'est ça. en portion basse du mouvement, et c'est ça qui va empêcher la personne d'aller chercher du coup, les standards. Et pour compenser ce manque de souplesse, il y a une perte de bracing qui se crée, et du coup le bassin qui vient s'enrouler, et là c'est un peu problématique parce qu'il n'y a plus de bracing, il n'y a plus de gainage, et c'est souvent là où on peut se faire mal. Ouais, du coup, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça cause un manque de tension au niveau de la descente. Forcément, on perd en force parce qu'il n'y a plus cet alignement avec la colonne et le bassin, donc forcément... Pas de production de force. Ouais, pas de production de force. Et puis des risques de blessure aussi, puisque quand tu perds l'alignement, si tu forces dans cette position-là, forcément, ça risque de se blesser, quoi. Comme on dit souvent, en réalité, le problème n'est pas forcément la posture en elle-même lors d'un mouvement, c'est surtout lorsqu'il y a une défixation de la posture pendant le mouvement. Et c'est là où ça peut vraiment être problématique et ça peut engendrer des blessures tout simplement. Et en plus, le plus souvent, c'est deux choses, je pense, qui sont à la cause de cette hyper antéversion, on va dire. Le manque ou un mauvais bracing, le fait de ne pas savoir assez se compacter et venir vraiment remplir la ceinture à 360 degrés, quoi. Et aussi la volonté pour certains d'avoir un squat trop vertical. Oui, c'est ça. Ils n'osent pas en fait utiliser cette flexion et du coup c'est contre leur levier. Et souvent en fait c'est lié aussi un peu à leur passif, c'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre à la musculation va entendre de toutes parts qu'il faut absolument avoir le dos droit. Ils vont vouloir forcer un petit peu cette posture au squat et en fait ça va les faire, ils vont se dire vaut mieux que je cambre et du coup d'avoir le dos peut-être trop droit entre guillemets plutôt que l'inverse. Et en fait, c'est une idée reçue. C'est très mauvais de faire ça, parce que du coup, justement, on arrive à ce genre de problème. Et j'ai rencontré pas mal d'athlètes qui ont eu des problèmes au niveau des insertions ischio-fessiers, des déchirures, en fait, tout simplement, parce que, justement, ils avaient cette fameuse tendance à avoir une antéversion du bassin beaucoup trop prononcée. Et ça amène de gros problèmes qui sont très longs. En plus, ça c'est très, très long à régler par la suite. Lorsqu'on s'est fait mal à cet endroit-là, c'est un problème qui est assez profond, souvent. Et c'est dur de s'en dépêtrer. Mais ouais, du coup, c'est exactement ça. Je pense que c'est le souci majeur. Parce qu'en fait, ça entraîne tellement de petits problèmes techniques à la suite de ça. Fait que si on règle ça, généralement, après, après, il y a des cas spécifiques, mais après, ça règle beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Donc, déjà, il y a un travail à faire sur la position du bassin, dans un premier temps.
Et la position du bassin, une fois qu'on arrive à la neutraliser un petit peu, alors après forcément il y a des gens qui ont une lordose qui est un peu plus prononcée que d'autres personnes, il faut la prendre en compte, mais toutefois il y a toujours une certaine neutralité qu'il faut aller rechercher pour réussir à être plus compact et réussir justement à ce qu'il n'y ait pas ce bassin qui vienne... C'est ça, vraiment, moi je me suis rendu compte, c'est vraiment venir utiliser les obliques en fait pour stabiliser cette position, et ça change tout en fait. C'est ça. Donc faut pas... Ok, donc le conseil principal, ou du moins la cue technique que tu donnerais à un de tes athlètes, si jamais tu remarquais, là admettons, une des premières séances que tu as avec un de tes athlètes, tu commencerais par lui dire quoi par exemple? Bah déjà, si c'est vraiment qui veut vraiment être trop vertical, même sur la descente, de s'autoriser à avoir cette flexion et d'être le plus naturel possible, de descendre naturellement, comme si on venait s'asseoir en fait, on reste pas hyper droit. Et ensuite de venir, s'il a l'équipement, remplir sa ceinture entièrement pour améliorer le bracing. Vraiment avec un débutant, voilà. Après, on y va en spécificité. Ouais, c'est déjà un bon début en réalité. Souvent, c'est des notions qui ne sont pas totalement comprises au début. Ok. Moi, du coup, je vais revenir sur le deadlift. Le deadlift, oui. Notamment sur le verrouillage et plus principalement sur l'extension de hanche qui est parfois très mal compris par les personnes. Bon, comme beaucoup de gens le savent, le deadlift est un mouvement d'extension de hanche. Hein, c'est vraiment l'essence même du mouvement. Et en fait, au moment du verrouillage, très souvent, les gens ne vont pas du tout avoir la bonne intention. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à rapprocher les hanches de la barre, ils vont vouloir terminer leur mouvement, verrouiller leur mouvement, en se redressant, en basculant leur buste vers l'arrière. En réalité, le fait que le buste bascule vers l'arrière, c'est une conséquence de l'extension de hanche, du fait que les hanches se rapprochent de la barre. Et en fait, en ayant cette mauvaise intention, c'est souvent comme ça qu'on se retrouve à avoir des délivres qui sont loupés juste vraiment à la toute fin du mouvement. C'est-à-dire qu'il manque vraiment pratiquement rien en termes de mouvement pour finaliser le mouvement, mais le manque d'intention sur l'extension de hanche fait que la personne n'a pas du tout la bonne mécanique pour venir terminer le mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent, que ce soit sur un tradi ou un sumo. Franchement, c'est la même chose, parce que de toute façon, les deux mouvements, même si y a des différences notables, ça reste un mouvement d'extension de hanche. Le début du mouvement est peut-être un petit peu différent, mais la finalité, c'est la même. Et très souvent, des personnes qui vont énormément lutter sur la fin du mouvement, c'est un problème de gestion des hanches, soit de timing, parce que des fois, ils vont être trop longs à vouloir faire leur extension de hanche, ou alors juste une question d'intention, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vraiment être focalisés sur le fait de se redresser. Typiquement, les gens qui ont cette tendance à remonter la tête vers le ciel pour chercher à verrouiller, en réalité, c'est la pire chose à faire. Parce que ça va vous donner cette intention de basculer le buste vers l'arrière, mais pas d'avancer les hanches. Et il faut prendre vraiment le problème à l'inverse pour venir avoir un bon verrouillage. C'est je cherche à avancer les hanches et du coup, par conséquent, mon buste finira par partir vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment important, c'est une notion qui est super importante à comprendre parce que c'est ce qui permettra d'avoir un deadlift fluide. En réalité, la plupart des gens qui ont des problèmes de verrouillage à cet endroit-là, très souvent à l'époque, on voyait des problèmes de verrouillage, on se disait il faut travailler la partie haute, et les gens ils commençaient à faire du block pull, du rack pull, des choses comme ça pour venir renforcer le haut du mouvement, alors qu'en fait c'est juste une incompréhension du mouvement, très souvent qui cause ce genre de problème. Ou même au démarrage. Et même au démarrage, très souvent le démarrage va énormément influencer la fin du mouvement. Parfois, des gens cherchent à suroptimiser leur démarrage, pas forcément de manière volontaire, mais juste ils vont manquer de tension dans le haut du dos, ce qui fait que très rapidement le haut du dos défixe, ça crée un porte-à-faux, et le porte-à-faux, à un moment donné, on le paye, il faut le corriger, et c'est souvent la fin du mouvement. Et puis même les hanches, en fait, parce que si tu démarres en ayant cette trop grande intention justement d'être dans la barre, et à la fin, il n'y a plus rien à envoyer en fait dans la barre, c'est ça le souci principal aussi. Donc c'est tout au démarrage pratiquement. Il y a une grosse partie qui se fait au démarrage. Une grosse partie. Le timing aussi. C'est ça. Une fois que le mouvement une fois que la barre commence à monter, il faut avoir le bon timing pour faire son extension de hanche et la bonne intention. En fait, il faut avoir cette intention de rapprocher les hanches de la barre. C'est vraiment à partir du moment où vous allez respecter cette règle-là, vous avez compris 90% du deadlift. Donc voilà, et du coup, pour ma part, quand je rencontre ce genre de problématique avec mes athlètes, déjà, première chose, c'est leur expliquer la mécanique, l'intention qu'il faut avoir. Et si au bout d'un certain temps, je vois que c'est toujours pas compris, qu'ils n'arrivent pas à avoir cette compréhension, ce déclic tout simplement, il y a des variations qui peuvent être utilisées. Le tempo genou, qui va permettre de prendre le temps d'être concentré sur la bonne intention à avoir, et également le travail du timing, et également tout simplement du pause deadlift, mais du pause en début de mouvement, donc ras du sol,
qui peut permettre justement un peu pareil en fait, en créant une contrainte sur cette partie basse du mouvement, ça va influencer la personne à venir chercher le plus rapidement possible un verrouillage pour éviter de se retrouver en difficulté. Et donc c'est un peu à leur dépens, on vient corriger ce travail technique. De toute façon, une variation, très souvent, c'est pour faire comprendre des choses, des propos par l'exercice, ou alors que la personne se corrige sans forcément s'en rendre compte par la variation. Quand les cues, ça suffit pas, généralement, Voilà. on met une variation pour venir corriger. C'est ça. Quelque part, la variation doit être là un peu en dernier Oui. recours pour venir corriger un problème technique. L'idéal au début, c'est vraiment d'expliquer à la personne qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi et comment résoudre le problème. En vrai, si tu n'as plus de variation, c'est que tout va bien. C'est ça. Théoriquement, plus on se rapproche de faire que du spécifique, c'est plutôt bon signe. Après, les variations sont aussi utilisées pour manager l'intensité, mais globalement, c'est quand même plutôt bon signe quand on commence à avoir beaucoup de compes, surtout sur les phases de préparation. Donc voilà, pour cette partie un petit peu technique. Je pense que régulièrement, sur nos épisodes, on fera des petits points comme ça sur différents soucis techniques, sur comment nous on aborde le problème, comment on le résout. Des petits points coaching. Voilà, c'est ça, des petits points coaching, que ce soit aussi bien pour les coachs ou même les athlètes. Et si vous n'avez pas de coach, rejoignez le PC. C'est ça, vous pourrez retrouver nos contacts en description via le site internet. Ensuite, on va aborder la gestion de l'échec chez l'athlète. Donc plus précisément, comment en tant que coach, on va réagir à un échec d'un athlète, que ce soit à l'entraînement, soit si on est en présentiel avec lui ou même à distance par message, ou bien en compétition. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Malo concernant l'entraînement. Comment aborder du coup, comment ça se passe. Admettons là, on pourra prendre un exemple, on est samedi après-midi, c'est le jour des SBD. On est en fin de préparation pour une compétition et tu as un de tes athlètes du coup qui loupe son squat, donc son top 7 principalement. Comment tu vas réagir vis-à-vis du coup de l'échec? Ouais. En vrai, c'est un hyper grand sujet, je pense. Et il y a aussi beaucoup de travail à faire en dehors. Enfin, en tant que préparatrice mentale, du coup, je sais qu'il y a énormément de travail à faire à l'extérieur de l'entraînement pour mieux aborder l'échec quand c'est sur le moment même. Sinon, il y a, je pense, la première chose à faire, c'est jamais minimiser les ressentis de l'athlète. Parce que sur le moment, l'athlète, quand elle échoue, va peut-être ressentir de la colère, de la frustration. Tout ça, c'est ok, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'elle s'investit dans sa pratique. Donc, c'est une émotion, c'est totalement ok. Et faut la laisser, du coup, s'exprimer. Parce que comme toute émotion, il va y avoir un pic. Et il faut atteindre ce pic en l'exprimant pour ensuite le décharger et retourner à quelque chose de sain, on va dire, pour passer à la suite. Donc déjà, écouter, être bienveillant avec l'athlète qui vient de subir l'échec, sans minimiser. Et puis surtout, décharger l'émotion, quoi. Si tu as envie d'aller pleurer, crier, prends 5 minutes, 3 minutes, et va décharger cette émotion pour plus qu'elle t'impacte. Parce que sinon, tu vas toujours avoir quelque chose de bloqué en toi qui va t'empêcher de passer à la suite. Donc ça, c'est vraiment la première étape, je pense que c'est super important. Ensuite, bon, ça après, c'est si tu as un peu plus de temps et que tu veux travailler en dehors, par exemple, plus cette gestion de l'échec, ce que j'aime bien faire, c'est recadrer un peu l'échec. Déjà, dire pourquoi tu considères ça comme un échec. Et généralement, c'est parce que le résultat attendu, il est inférieur à tes attentes. Donc là, il va y avoir peut-être un travail au niveau des objectifs et des attentes. Je vais parler longtemps, ça va être... Non, c'est intéressant. Après, il va y avoir peut-être un travail aussi sur le discours interne. En fait, toutes les phrases du type « je suis nul » ou quoi, c'est vraiment la personne qui se considère du coup comme étant sa performance. Et il n'y a pas cette distinction entre du coup la performance et son identité. Je suis nul, c'est clairement je m'identifie comme un échec. Alors du coup, vraiment venir faire un travail sur le discours interne qui est relié à la confiance pour séparer la performance de l'identité de l'athlète. Et ensuite, ce qu'on peut faire, du coup, même sur le moment même, donc ça, c'est un peu plus en long terme après. Mais sur le moment précis, si vous êtes à l'entraînement ou en compétition, quoi, c'est vraiment venir analyser. Une fois que l'émotion est passée, en fait, vous retournez à un stade 0, on va dire, et analyser de façon purement objective, sans émotion, pourquoi vous avez échoué, en fait. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi j'ai échoué? Et là, il peut y avoir 36 000 réponses. Ça peut être n'importe quoi, une mauvaise récup, problème technique, problème mental.
on ne sait pas quoi. Comme je le dis souvent, quand quelque chose se passe mal, c'est important quand même d'en mettre du contexte. Ouais, voilà, C'est pas c'est une ça. question de se trouver des excuses, c'est qu'en fait, on a un sport où il y a plein de choses qui peuvent venir interférer sur la performance, les facteurs de récupération, le mental, la séance en elle-même, l'environnement de l'entraînement, plein de choses peuvent venir impacter la performance et c'est super important de, lorsque ça ne va pas, tout de suite relativiser en mettant un petit peu de contexte. Ouais. Des fois, effectivement, ça va mal se passer, on n'aura pas tout de suite le comment du pourquoi, on aura le temps de prendre du recul plus tard, mais malgré tout de suite, c'est important quand même de se dire, ok, je comprends pourquoi ça s'est pas forcément bien passé. J'ai dormi 3 heures. En ce moment, je suis en période d'examen, je suis ultra C'est stressé. ça. Voilà, Remettre du sens et du contexte, voilà, en fait. c'est ça. Et donc oui, effectivement, c'est important Ouais. de prendre un peu ce recul. Et après, l'étape la plus importante, on va dire, pour que l'échec devienne en fait un levier d'apprentissage, Mhm. vraiment venir mettre en place quelque chose, un plan d'action, comme j'aime bien dire, qui soit concret, précis, puis que tu peux appliquer directement. Par exemple, si c'est sur le moment même, j'ai eu un problème de concentration, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je m'appuie sur mes routines ? Est-ce que je mets ma musique et là je vais m'isoler quelques temps ? Si c'est un problème technique, est-ce que je peux le corriger maintenant ou est-ce qu'on voit pour justement par exemple mettre en place une variation plus tard ? Vraiment me définir un plan d'action concret pour que là l'échec ça passe comme quelque chose qui t'a servi au final, quelque chose de positif. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Non, je vais juste compléter. Moi, je sais que lorsque quelque chose se passe mal à l'entraînement, et c'est important cette notion d'entraînement, c'est qu'il faut bien faire comprendre à l'athlète, et là je m'adresse surtout du coup aux coachs, et même aux athlètes d'ailleurs pour qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte de ça, c'est que c'est une phrase que je dis souvent, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit où on a le droit d'échec, de se louper, de faire les choses mal, c'est à l'entraînement. Et toutes les heures que l'on passe à s'entraîner, c'est justement pour essayer de corriger les choses qui ne vont pas, pour que le jour J, là où ça compte vraiment, on ne refasse pas ces erreurs-là. Donc c'est totalement ok, des fois d'échec une barre, d'échec un top 7, de louper une série, de ne pas être parfait sur la variation, c'est de l'entraînement. On ne vous demande pas d'être à 100% parfait tout le temps, on essaie de faire en sorte que vous le fassiez bien, mais s'il y a par moment des facteurs externes qui font que vous n'êtes pas à 100%, que vous allez louper des choses, c'est ok. En fait, le fait de louper une barre n'aura pas toujours des conséquences dramatiques sur la suite de la préparation. Il y a des moments effectivement où il faut éviter ce genre de situation, mais dans la majorité des cas, c'est pas dramatique de louper une barre. À partir du moment où il n'y a pas de blessure derrière, par exemple, c'est surtout le mental qui va plus être impacté, et c'est là où du coup, nous, on est là pour vous aider dans ces moments-là, à essayer de passer ce moment-là plus facilement. Mais tout ça pour dire que vraiment, c'est de l'entraînement, c'est voilà, c'est accepté. Si tu rebondis après, en fait, c'est pas un souci en soi. En fait, j'aime bien dire souvent, du coup, par exemple, ce que je suis en prépa mentale, l'échec, c'est un peu comme un petit rond-point qui vient pop sur ta route qui est droite et tracée. Et soit tu décides de foncer dedans et faire toujours la même chose, c'est un peu la folie finalement. Soit tu prends une autre route et tu continues d'avancer sur ta route et voilà. Et peut-être que c'est un raccourci, peut-être que c'est plus long, mais tu continues d'avancer quoi. Donc j'aime bien dire ça. C'est intéressant. Ouais. Ok, moi je vais du coup rebondir un petit peu sur l'aspect du coup de la gestion de l'échec, mais en compétition, où là du coup effectivement c'est un peu différent parce qu'il y a de l'importance, il y a des conséquences à un échec en compétition, mais du coup c'est important aussi de gérer ça d'une bonne manière, c'est-à-dire que déjà quand un athlète va louper un essai en compétition, il va avoir besoin d'être assuré un maximum. Il ne faut surtout pas commencer à se montrer soi-même pessimiste sur la suite. Il faut faire attention à ne pas avoir un discours négatif et plutôt il faut être là tout de suite dans le fait de le rassurer, lui dire que c'est pas grave. Par exemple, si c'est un deuxième essai qui est loupé ou même un opener, c'est tout de suite le rassurer. Écoute, c'est pas grave, la force elle est là. Tout de suite être capable d'analyser quel a été le problème parce que concrètement, en général, quand il y a un premier essai ou un deuxième essai qui est loupé, si le plan de match a été bien géré, c'est que c'est lié à une erreur technique ou alors une mauvaise approche mentale, du stress, etc. Donc c'est important de tout de suite mettre le doigt dessus pour dire et donner les bonnes informations à l'athlète pour que tout de suite il se ressaisisse, qu'il sache exactement ce qu'il doit faire sur le prochain essai pour se rattraper. Et encore une fois, admettons, on loupe un essai, par exemple au squat, c'est un essai sur 9, c'est chiant, mais c'est pas irrattrapable. Il y a 3 mouvements, pour se rattraper, enfin il y a 2 autres mouvements pour se rattraper du coup, et on peut très bien faire une magnifique compétition en loupant son deuxième essai au squat et en assurant le reste de la compétition.
Donc c'est important de prendre du recul aussi dans ces moments-là, mais c'est surtout le coach qui va avoir ce rôle-là. Parce que l'athlète, il est dans sa bulle, il est là pour performer ce jour-là, il aura du mal à prendre ce recul-là. Il n'aura pas le temps en fait de prendre du recul. Le stress va tout de suite prendre le dessus et c'est du coup vraiment au coach d'avoir ce rôle un petit peu de, de catalyseur, si on peut dire, je pense, Ouais. pour que vraiment l'athlète tout de suite se sente en opérationnel pour se ressaisir et faire mieux sur l'essai suivant. Ouais, et puis switch, parce qu'en fait, Et switch tout de suite, ouais. c'est un essai sur 9, comme tu dis. Et chaque essai, ok, ça s'est mal passé, pourquoi ? Qu'est-ce que je mets en place tout de suite ? Et hop, on y retourne, on se reconcentre sur ses repères qu'on a même à l'entraînement, en fait. Se remettre dans sa bulle et puis repartir après sur l'essai suivant. Et si, admettons, du coup on parle d'un échec sur une compétition et pas juste sur un essai, ça peut arriver, d'accord ? C'est inévitable un peu, je pense. Il y a des moments, les facteurs ne vont pas être réunis, ça peut être pour plein de raisons différentes, une mauvaise préparation, une blessure, voilà, mauvaise forme. Voilà, juste une mauvaise forme, même si on fait tout pour que ça n'arrive pas, ça peut arriver pour diverses raisons. Et en fin de compétition, moi ce que je sais que ce qui est important à faire, c'est pas laisser l'athlète ruminer et ressasser l'échec tout le temps. C'est tout de suite aller vers lui, évoquer les voies d'amélioration pour tout de suite l'avenir. C'est-à-dire déjà penser au prochain bloc, penser aux axes d'amélioration pour que tout de suite, ok, il y a eu l'échec, mais il y a déjà un petit peu cette... Il voit un peu le futur. C'est ça, ouais, non, c'est se bien focaliser sur le futur, sur toutes les choses qui vont pouvoir être travaillées pour ne plus revivre ce genre d'événements. Et ça, c'est super important parce que laisser une personne qui a subi un échec en compétition ruminer pendant plusieurs jours, c'est la pire des choses à faire parce que la personne va avoir le temps de noircir le tableau, en fait, et ça va être un cercle vicieux. Alors qu'au contraire, il faut justement tout de suite le ressaisir. Ouais. Et remettre du mouvement, en fait, c'est la base souvent de... Limite, quand le discours a été bien géré, la personne a juste envie d'une chose après la compétition, c'est d'aller s'entraîner. Donc voilà, c'est important pour faire mieux après. C'est ça, c'est important d'avoir un discours quand même positif et bien faire comprendre que c'est ok, tu as fait une mauvaise compétition, c'est acceptable. Je pense que tous les champions du monde ont fait une mauvaise compétition un jour. Et en fait, derrière, il faut juste se ressaisir et faire mieux. Et puis voilà. Oui, de toute façon, c'est inévitable, on va dire. Et puis pour savourer les réussites, comme on dit, il faut échouer des fois. Exactement, de manière générale, pour connaître le bonheur, il faut être malheureux à un moment donné, parce que sinon, on ne peut pas faire la différence. C'est beau ce qu'on dit. Donc voilà, c'était un sujet intéressant, carrément. parce que c'est un truc auquel on est quand même souvent confronté, que ce soit à l'entraînement du coup ou en compétition. C'est un peu le quotidien du sport finalement. C'est ça. Donc c'était un sujet que je trouvais intéressant à aborder. Donc du coup on va rebondir sur un autre sujet lié aussi aux athlètes, et notamment sur les antécédents sportifs, l'importance des antécédents sportifs. En réalité, est-ce que c'est déterminant ? Est-ce que les antécédents sportifs vont être déterminants pour la performance dans une carrière d'un athlète en force athlétique, du coup t'as réfléchi du coup à ce sujet-là, j'imagine ? Oui, en vrai, je trouve que c'est quand même hyper important parce que ça va développer énormément de qualités, que ce soit au niveau physique et même mental, pour après la suite du vécu sportif de la personne. Déjà, ça va être apprendre si on est tout petit, par exemple, on va se lancer dans un sport. Lancez vos enfants dans la gym, surtout. La gym. Parce que du coup, l'enfant va apprendre à bouger son corps dans l'espace, à avoir des bons repères au niveau proprioception, au niveau coordination même. Et c'est super important parce qu'après, tu vois des personnes qui n'ont jamais fait de sport, c'est pas négatif ou quoi ce que je vais dire, mais qui arrivent en salle de sport et qui savent vraiment pas bouger. Ouais. Parce que j'ai fait du coup du présentiel et je vois des personnes qui ne savent pas du tout venir faire un squat par exemple. Oui, ils ont très peu de coordination. C'est ça. Et en fait, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait avant ou quoi ? Aucun sport. Et quand quelqu'un vient, et même si c'est de la gym, de la natation ou je sais pas, n'importe, rien qu'un sport, il a de la capacité à se représenter son corps dans l'espace, la proprio simplement. Et tout de suite, c'est plus simple pour apprendre. Après, il y a les qualités, déjà le développement musculaire qui va être mieux, je pense. Et les qualités mentales, parce que la discipline, la compétitivité, tout ça, ça vient beaucoup aider pour la suite, quoi. Ah, c'est clair, sur l'aspect mental, ça joue beaucoup. Ouais, énormément. Ça, j'ai pu le remarquer. Et du coup, pour revenir là-dessus, on parle très souvent de la génétique
moi je pense que le passé sportif est plus puissant que la génétique. Évidemment, la génétique a une très grosse part, hein, notamment chez les champions. Mais de manière plus courante, le passé sportif va être bien plus déterminant dans la performance. C'est très commun. Je coach pas mal de filles. La majorité des filles que je coach qui sont à très haut niveau, ils ont forcément un passé sportif relativement complet. La gym revient très souvent. La natation également. Enfin voilà, des sports qui construisent un physique. Et ça se sent. Ça se sent dans les points forts. Le développé couché, tout simplement, parce que le haut du corps est fortement développé avec la gym. Et puis même juste le bas du corps. L'athlétisme, c'est pareil, c'est incroyable, l'athlétisme, tous les sports de vitesse. C'est Donc, ça. tout ce qui est En sprint. fait, il développe aussi des qualités physiques finalement. Et il se spécialise un peu sur ses vitesses, précision. C'est ça, les filières énergétiques sont beaucoup plus spécifiques et c'est très intéressant pour la FA. Les sports de combat, idem, un très bon développement, je pense, du système nerveux. Donc non, franchement, le passé sportif a une grosse part. Super intéressant. Ouais. Tu veux parler de ton passé sportif? J'ai pas un super passé sportif en réalité. J'ai fait un tout petit peu de sport de combat quand j'avais 15 ans et sinon j'ai commencé la musculation à 18 ans, 19 ans, grosso modo. Ouais, c'est ça, Je surtout. suis pas un exemple pour ça, tu vois. Ça m'a permis d'avoir une bonne base musculaire quand j'ai commencé la FA, mais j'ai pas ce système nerveux qui est ultra développé. Je le paye, je pense, un peu à l'heure actuelle comparé à des personnes qui, au contraire, ont fait des sports un peu plus axés là-dedans. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Ça prend un peu plus de temps. On peut pas tout avoir. Mais non, franchement, quand je parle un petit peu des antécédents sportifs avec certaines personnes, je sais déjà d'avance évaluer plus ou moins le potentiel de la personne. Ouais. Moi, c'est une de mes premières questions, je crois, en ça, entretien. C'est important. Ça en dit long déjà sur l'aspect compétition. Parce que, typiquement, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a fait des sports de combat. La gestion du stress en compétition, entre aller se battre contre une autre personne en face à face, je ne vais pas dire à mort, mais bon, voilà, prendre des coups, et affronter une barre qui littéralement est immobile, qui n'a pas trop de facteurs externes. Tu peux faire des liens en plus avec ton passé sportif et tout. Oui, c'est ça. Et puis, c'est super. Donc la gestion du stress en fonction du passé sportif. La gestion des émotions aussi, parce que finalement, ils sont forcément confrontés à l'échec quand ils sont enfants, s'ils font du sport depuis hyper longtemps. C'est donc ça relie un peu notre sujet d'avant. Mais... au niveau du processus, ils sont conscients que l'échec en fait partie en fait. Oui, c'est ça. Si tu as toujours été dans ce milieu-là, dans le milieu sportif, tu sais que c'est inévitable. Il y a des moments où on perd des matchs, on gagne des matchs, on loupe des agrès. C'est ça. Donc franchement, moi je sais que quand j'aurai des enfants, si j'en ai, ils vont commencer le sport super tôt. Je pense que je vais acheter le petit banc de développé couché pour jouer enfant. Là. Il y aura ça dans sa chambre, c'est obligé. Moi c'est directement la gym. Et la gym pour franchement baby gym, coordination, proprioception, renforcement poids de corps, c'est parfait. Ouais, trop bien. Il n'y a pas mieux que la gym. Donc après la gym à haut niveau c'est autre chose, c'est différent. Là on parle du baby gym, je rigole. Donc voilà pour cet aspect des antécédents sportifs. Alors c'est un sujet qu'on pourrait longuement développer, je pense, mais on va pas non plus trop s'attarder dessus. Mais en tout cas, je me suis clairement rendu compte, et tu auras l'occasion de te rendre compte aussi par la suite, au fur et à mesure des athlètes, que ça se ressent tout de suite sur l'aspect mental, ça se voit vis-à-vis de l'évolution. Et puis très souvent, de toute façon, les personnes qui ont des antécédents sportifs, ils vont pas commencer avec un niveau R3. Voilà, ils vont très rapidement être projetés dans un très bon niveau. Et ça évolue rapidement. Notamment les sub-juniors qui ont fait pas mal de sport avant, comme la gym ou autre, franchement, l'évolution est souvent assez rapide. Oui, parce que la FA, finalement, c'est un sport un peu de prépa physique. Bien sûr. Donc si tu étais bon dans un sport, finalement, ça se retranscrit assez vite dans la FA, en fait. C'est ça. Donc voilà. On va évoquer notre prochaine échéance, qui est l'Imperium, qu'on avait évoqué lors du dernier épisode. Donc c'est le 27-28 septembre, à La Croix-Saint-Ouen, à côté de Compiègne. Donc c'est nous qui organisons la compétition, donc la Power House. Donc comme je l'avais dit, Mallory participe, et il n'y a pas que Mallory dans l'équipe LPC qui participe. On a 19 athlètes, du coup comme je disais, ce sera mon plus gros challenge en tant que coach de gérer autant de personnes sur un même week-end. Parmi ces 19 athlètes, j'ai 13 personnes qui viennent pour une qualif France, dont 4 qui viennent chercher le groupe A Open du coup. Et donc ça va être un gros challenge. Là tout le monde est plus ou moins sur bientôt la fin de préparation, il reste encore 2 week-ends.
avec les grosses séances qui arrivent. Ça va être des week-ends qui vont être aussi mouvementés presque des compétitions, parce que sur ces moments-là, à l'approche des compétitions, donc il y a la majorité de mes athlètes qui viennent s'entraîner du coup à la PCH. Et moi, je fais en sorte d'être disponible en présentiel. C'est-à-dire que je m'entraîne par exemple plus tôt le matin et je reste là toute la journée pour les encadrer. Que ce soit du coup en termes de soutien mental, mais aussi tout simplement pour être là s'il y a un problème, ou les aider à faire les bons choix vis-à-vis des charges également. Des fois, c'est pas toujours évident. Tu fais un peu le papa. Je fais un peu le papa en fait. Un peu beaucoup. Mais du coup, voilà, je suis là pour essayer de faire en sorte que la prépa se termine du mieux possible, pour éviter les soucis de fin de prépa et que la personne arrive avec le plus de confiance possible le jour J. Ça va très vite arriver. Ça va vite arriver dans 2 semaines et demie à peu près. C'est ça. Donc ouais, on a hâte, ça va être un gros week-end. Et de toute façon, je pense que la prochaine vidéo, jusque-là, je suis pas sûr qu'on aura le temps de retourner d'ici l'Imperium. On fera un récap du coup de l'Imperium avec les résultats, ce qui s'est globalement bien ou pas bien passé pendant la compétition. Je pense que ça sera intéressant. Carrément. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On vous redit à bientôt pour un prochain épisode, parce qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas encore si on abordera le sujet de la PCH comme je l'avais évoqué, ou simplement d'autres sujets d'actualité. Ouais. Voilà, on verra à ce moment-là, dans quelques semaines. Pensez à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire. C'est ça, pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne journée et à bientôt. À bientôt, ciao. From the ground we rose, now the city knows. Lights on us, fall can't be but a soul. Fast life, no lows, highs we chose. Now we can't let them know, let them know.